bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui va te parler de politique belge tout en faisant du gaming. Alors aujourd'hui, mon invité c'est François De Smet, président du parti Défi. Bonjour. Salut Jean. Alors j'ai entendu dire que tu aimais bien Mario Kart. C'est vrai. Et quel est ton rapport à ce jeu-là justement? Mon rapport, alors je suis la cible favorite de Nintendo, je crois. Ils ont vu ma génération grandir. Donc on a eu la NES, quand ils ont sorti la Super Nintendo, Nintendo a sorti ce jeu Mario Kart, la première version. C'était un petit machin sur le côté, c'était pas supposé devenir ce que c'est devenu. Ça a été un carton incroyable. Et alors avec toute une série de potes de l'époque, on devait avoir, je sais pas, 14, 15 ans, on se faisait des après-midi entières à ce jeu et voilà, donc ça reste je suis vraiment le client de Nintendo type, ils tablent sur la nostalgie, ils nous accompagnent, ils sortent des consoles mais avec les mêmes jeux toujours, mieux travailler, et puis voilà, il n'y a rien à faire, je trouve ça, c'est drôle, et ça se prend pas trop la tête, c'est des courses de voitures avec des personnages tellement burlesques que ça remet tout le monde à sa place et c'est très drôle. Ok, bah du coup, il y a une autre victime de Nintendo, moi c'était Pokémon, je suis né avec Pokémon, il y a une nouvelle version de Pokémon aujourd'hui, c'est juste incroyable. Je propose qu'on lance la course. Allons-y. Et on voit ton niveau. Ouf. Ouais, mets la pression tout de suite. Ok, multijoueur local, un grand prix, 50 cc parce que je suis pas... 50, ouais. Bon. Appuyez sur le R. Et voilà, c'est bon. Alors, je pense que le choix du personnage indique beaucoup de l'invité. Moi, c'est un... Tu me dis... Après, moi, j'ai un vrai... Ah, Mario, carrément. Personnage principal. Ouais, le rôle titre. Ok. Bien quelqu'un s'y colle. tu peux prendre le méchant ou Le méchant, ouais, bon, ça va. Ou Peach non, j'aime bien les princesses, mais je sais pas, Browser. Ah oui, il faut choisir. Alors, la roue. Alors moi, je vais prendre un truc bien beauf. Alors il me faut quelque chose qui customise ma caisse. Moi, j'ai pris un petit dinosaure. C'était une référence à mon personnage? Non, pas spécialement. Est-ce que je te propose la route arc-en-ciel? Je sais pas si t'as un mauvais souvenir de cette... Non, pas du tout. C'est un très bon choix. Ok. Mais il y a bien plus de niveaux qu'avant. Hein. C'est de la folie. Mais il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Je trouve que la route arc-en-ciel, moi, c'était ma némésis sur la Wii. Quand je jouais à ça, c'était... Enfin, c'était là où je... C'était gauche-droite. Moi, je suis à droite. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que je voulais justement parler un peu d'engagement. Alors, du coup, ton arrivée en politique, t'es quelqu'un avec une certaine fraîcheur en politique. Enfin, c'est pas le profil type qu'on a l'habitude de voir. Et tu es arrivé aussi avec un ensemble de combats qui sont presque lors du jamais vu au sein de la politique belge. Je voulais un peu savoir justement quelle a été ton histoire. Alors, j'avais commencé, mon tout premier job avait été en lien avec la politique quand même. J'ai commencé dans un cabinet ministériel il y a très longtemps. Puis je suis parti, j'ai fait des tas d'autres choses. J'ai dirigé une AMO, un service de jeunes en difficulté. J'ai travaillé dans la question de la migration. Et j'ai toujours suivi le combat politique de loin comme observateur. Parce que j'ai fait aussi ma petite carrière de philosophe écrivain. Donc je faisais des essais, j'étais pris comme chroniqueur à gauche à droite. Et j'avais ce regard d'observateur et qui me posait toujours la question. Typiquement, j'étais le genre de gars que tu vois encore aujourd'hui dans une émission de radio ou de télé pour demander son avis sur la politique ou autre chose. Et comme directeur de Myria, du Centre fédéral migration, je suis tombé pile pendant les années de plomb migratoire de la suédoise, donc 2014, 2015, 2019. Et vraiment, ça a été des années fortes d'engagement parce que je me suis dit, notamment après avoir vu des dérives comme le renvoi au Soudan de réfugiés soudanais, où ils risquaient d'être torturés, je me suis dit, là, je pense que sur toute une série de domaines, il est temps de s'engager. Et j'ai pressenti, et c'est ça qui a fait mon engagement définitif, qu'on allait vivre une décennie, mais peut-être extrêmement compliquée et dure sur le plan politique, avec une émergence des populismes de gauche comme de droite comme jamais, un désamour de la démocratie comme jamais. Et je me suis dit, allez, si je dois donner ma part et donner 5 ans, 10 ans de ma vie à la politique, je sens que c'est maintenant. Et puis j'ai eu l'occasion dans le bon parti, et je l'ai saisi. Ok. Et justement, tu as dit 10 ans, 15 ans, donc tu t'es dit que voilà, la politique, il fallait donner ça à un moment de sa vie. C'est comme un engagement, c'est un devoir. C'est une forme de service citoyen, de mon point de vue. Et ça devrait l'être. Alors attention, certains diront, surtout dans les plus anciens, que tout de même, c'est un métier. Alors c'est vrai, il y a quelque chose de vrai, il faut le temps
d'y entrer, de piger les codes, notamment au Parlement. Hein, c'est un chaudron. On te jette là-dedans, si on ne dit rien, c'est vraiment objectivement violent. Mais je suis encore plus persuadé de cela. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit un engagement limité. Je crois qu'il est mieux d'avoir fait autre chose avant de faire de la politique et qu'il est sain de faire quelque chose après. Un bête exemple. L'histoire des scandales au Parlement wallon notamment, oui. L'histoire des sièges à 6 000 € pièce. Moi, à mon avis, si par exemple tu as déjà été indépendant, si tu as déjà dans ta vie payé des factures de NSS, de précompte, tout simplement gagné à la sueur de ton fonds chaque euro, le devis pour les fauteuils à 6 000 €, tu le laisses pas passer. C'est pas possible. Et donc ça te forge un rapport, et je vois tout parti confondu quand même, que ceux qui ont un autre vécu, ceux qui ont été commerçants, indépendants, enseignants, peu importe ce que tu as fait avant, qui ont un vécu avant leur vie parlementaire, apportent quelque chose de neuf au débat. Et de la même manière, c'est pour ça que nous, chez Défi, on est pour désormais une limitation du nombre de mandats. Moi, je crois que c'est sain que toute personne qui a du pouvoir soit assurée qu'un jour, elle doit le rendre. Nous, on a déterminé que 3 mandats, c'était pas mal. Un mandat au niveau parlementaire, un mandat pour débouler, comprendre ce qui t'arrive, un deuxième mandat pour donner le meilleur de toi-même, et un troisième mandat pour continuer ton job, mais pour transmettre aussi. Ouais, et là, alors évidemment, ça demande plein de choses. Nous, on pense qu'il faut aussi un congé politique pour que ce soit plus facile d'entrer et de sortir de la politique, par exemple. Ça demande des aménagements, mais je crois que la politique devrait être un peu moins cette espèce de métier qui ne se renouvelle pas, et un peu plus un endroit où beaucoup plus de gens peuvent entrer, facilement peut-être en repartir, éventuellement y revenir. Moi, que des gens fassent de la politique, autre chose, et reviennent en politique, pourquoi pas. Mais il faut de la respiration, il faut avoir... c'est ça qui évite la déconnexion. J'ai la prétention de penser qu'on est l'un des partis, je crois, le moins déconnecté, parce que la déconnexion, elle peut arriver très très vite. Non, c'est clair. Je tiens à dire quand même que pendant qu'il parlait, il m'a défoncé. Il est premier. Ah, t'es deuxième quand même, c'est bien. Mais tu étais premier de loin, genre j'ai vu terminer. Je dis, waouh, il me reste encore la moitié de la course, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est clair, et on le dit peut-être jamais, mais... En vrai, c'est peut-être nécessairement pas simple aussi parfois de faire de la politique pendant un certain temps, disons 2 mandats de 5 ans, et puis après de se reconvertir professionnellement. Je sais qu'il y a aussi cette problématique qui est. Et qu'est-ce que tu en penses? Comment on pourrait y répondre? Alors, pour les fonctionnaires, par exemple, il existe déjà une forme de congé politique. Donc, tu peux partir et être à peu près sûr de retrouver ton job. Okay. Nous, on propose d'étendre ce congé politique à toutes les personnes employées. C'est-à-dire que toute personne qui accepte de passer 5 ans, 10 ans en politique puisse avoir une chance réelle auprès de son ancien employeur de retrouver un job. Ça demande un certain nombre d'aménagements, mais c'est possible. C'est plus compliqué pour les indépendants, évidemment, de comment la personne qui est indépendante va être sûre de pouvoir retrouver sa boîte ou son job, mais je pense que c'est inspirant et que c'est le bon moyen. Les indemnités parlementaires, même si elles doivent être limitées, existent pour ça aussi. C'est précisément parce que tu n'es pas sûr de retrouver un job que le législateur considère que tu dois pouvoir être aidé quelques mois, le temps de trouver autre chose. Simplement, nous, on met une nuance. Pour l'instant, ces indemnités parlementaires de sortie, elles te sont dues quasiment quoi que tu fasses. Même si tu retrouves tout de suite un autre job, ça c'est ridicule, il faut arrêter. Donc tu ne dois pas pouvoir les cumuler avec un emploi à temps plein. Ouais. Typiquement, tu étais député, tu redeviens bourgmestre, tu peux quand même profiter aujourd'hui de tes indemnités parlementaires, ça ne va pas. Donc il y a un peu de ménage à faire. Mais donc il faut je crois, plus d'incitants, sachant qu'en effet, c'est pas si facile que ça quand tu quittes la politique de retrouver un job. Mais c'est aussi parce que le système est très corseté justement. S'il devient généralisé que la plupart des gens travaillent avant et après, si la politique devient même culturellement un peu plus quelque chose dans lequel tu ne passes qu'un temps et pas toute ta vie, ça va entrer dans les mœurs et ça va devenir beaucoup plus courant de voir des anciens politiques se reconvertir dans le privé, faire prof, que sais-je. Ce sera aussi donc beaucoup mieux accepté et les anciens politiques ne seront pas radioactifs comme ils le sont aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses justement de la polémique qu'il y a eu sur les pensions des parlementaires récentes? C'était à la Chambre. Oui, alors là c'est absolument injustifiable. On a donc découvert que de manière illégale, certains présidents de la Chambre et certains fonctionnaires de la Chambre recevaient une pension qui dépassait les plafonds légaux. Je crois que ça va pas du tout. La Chambre a bien fait de mettre fin à ce système. Je crois que de manière générale, alors le système a été revu il y a quelques années. Avant, il suffisait entre guillemets de faire 20 ans de parlement pour avoir ce qu'on appelle une carrière complète. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il en faut, je crois, 42. Donc quelqu'un qui devient parlementaire comme moi à 44 ans, jamais ne touchera une pension complète de parlementaire. Donc la limitation a déjà été faite et elle produira ses effets. Mais c'est vrai
notamment dans les anciennes générations qui comprennent pas toujours à quel point le décalage avec ce que vit le reste de la population est fort. Il faut parfois aller un peu plus loin dans les arguments et expliquer que c'est pas possible. On peut pas justifier un certain niveau de pension. Donc les limitations, je crois qu'elles sont en grande partie faites. Et ça me semble assez sain comme ça. Il faut continuer à traquer les abus. Et ça, clairement, c'était non seulement un abus, mais un abus illégal organisé comme tel, ce qui est absolument inadmissible. C'est complètement atroce. Je le mets d'un point de vue citoyen. Forcément, déjà, parce qu'avoir ce niveau de pension-là, c'est pas nécessairement ce qui permet une certaine connexion avec le reste des citoyens. Et puis, le voir organisé de la sorte, je peux comprendre que ça provoque de la frustration. D'autant, pour compléter le tableau, qu'il y a un débat actuel sur les pensions tout court, mais c'est extrêmement compliqué parce que on a fait un effort sur le paiement des pensions pour assurer la soutenabilité du système, mais en fait, les dépenses de pension, puisqu'on entre maintenant dans ce qu'on appelle le tout début du papy boom, on commence nous simplement à se prendre dans les dents l'arrivée des boomers, je dis ça affectueusement, c'est aussi nos parents, à la retraite, ça va coûter assez cher parce qu'ils sont plus nombreux que les actifs. Ça n'a pas été préparé par les générations précédentes, c'est pour ça qu'on a un gros problème de pension. Donc on va sans doute devoir faire encore des réformes à l'avenir pour assurer la soutenabilité du système. Désolé, mais si les pensions publiques et en premier lieu, celles des politiques, ne suivent pas l'exemple, on s'en sortira jamais. Donc même, à mon avis, sur ces pensions-là, il y a encore des efforts à faire. Ok, écoute, je te remercie énormément d'avoir partagé ce jeu avec moi. Là, c'est abusé, j'ai trop honte. Là, j'ai fini 6e. Ouais, mais j'ai pas fait honneur. Je trouve ça sympa, moi, comme... Mais comment? Allez, explique-moi comment t'as fait. Donc ça fait un petit temps que tu as plus joué. Non, c'est pas vrai. Je connais un peu ce Mario Kart là aussi. Ok. Un tout petit peu, évidemment. Bon, peut-être c'est le personnage. Sincèrement, si j'avais démarré... Ceci dit, il est vrai qu'en 50 cm3, le jeu est plus facile. Théoriquement, je dis pas ça pour toi. Mais... Ok, prochain épisode, on lèvera la difficulté, je vais m'entraîner. Mais il reste 2 circuits, que tu as encore toutes les chances. Il y a 4 circuits en tout sur une partie, normalement. Déjà, si tu appuies à partir du 2e feu sur l'accélérateur, tu fais un démarrage en trompe. Ok. Ça, tu dois te savoir. Mais c'est parce que au début, je voulais te laisser la chance. Je me suis dit, et en fait, il vient d'arriver, il est vieux, on va lui laisser un petit handicap. Mais tu m'as parlé aussi justement du fait que tu étais, directeur du centre. Et tu as parlé du fait qu'il y avait une crise déjà d'accueil et un ensemble une énorme polémique durant l'administration Franken à l'asile et migration. Là où, en tant que personne issue de la société civile, mais experte sur le sujet, tu as dû réagir et forcément tu as été indigné par la situation. Mais dernièrement, avec la Vivaldi, il y a encore eu une crise d'accueil. Dernièrement, on a vu des personnes en demandeuse d'asile, en fait, sous des tentes en plein hiver. Oui. Et comment tu l'as vécu, toi, au Parlement, justement, en essayant de faire en sorte que la Vivaldi prenne ses responsabilités? On a quasiment harcelé Nicole Demore, la secrétaire d'État, de questions et d'interpellations. Je suis allé voir moi-même les demandeurs d'asile sur le boulevard Albert II, je crois, de mémoire, dans un de leurs squats. C'est fou parce que, tu sais, la migration, c'est un sujet extrêmement compliqué, on va pas se mentir. C'est d'une complexité folle parce que c'est de l'économique, c'est du social, c'est du droit. C'est pas aussi simple que ça. Ceux qui disent qu'on peut pas accueillir tout le monde, ils ont quand même des arguments. Ceux qui disent qu'on doit accueillir tout le monde aussi. Mais il y a une limite dans tous les débats possibles et imaginables. Tu ne peux pas négocier avec les gens qui sollicitent un accueil parce qu'ils demandent l'asile. C'est-à-dire que moi, je peux entendre tous les arguments sur la migration, je peux entendre que les dossiers compliqués, qu'on parle de regroupement familial, de migration économique, mais il n'y a rien à faire. Une personne qui vient demander l'asile, une personne qui est là pour des raisons de protection internationale, elle doit impérativement être accueillie le temps de sa demande. C'est une obligation humanitaire et ça pour moi c'est la ligne rouge avec laquelle on ne peut pas transiger, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre. Et c'est cette ligne qui n'a même pas été respectée par le gouvernement ou alors très laborieusement. Tout simplement parce qu'une partie des partis, y compris le CDNV, le parti de Madame Demore, considère avec une forme de cynisme que même si c'est bien sûr légal, humanitaire, tout ça, si on a l'air d'être trop généreux avec la population qui vient nous rejoindre, même simplement pour demander l'asile, ça va faire un appel d'air. Ouais. Et ça, je crois que c'est une erreur. Encore une fois, c'est un sujet difficile et toutes les décisions ne sont pas simples à prendre. Mais si on commence à mégoter sur le droit d'accueil des demandeurs d'asile, alors il ne reste plus grand-chose de notre humanité. Et là-dessus, il faut être
faut être ferme, même si on est conservateur de droite ou du centre. Mais tu ne penses pas que justement pour des partis comme le CDNV et pour Nicole Demore justement, et Sami m'a dit avant, il y avait aussi un enjeu de paraître un peu plus dur pour en fait simplement dragouiller l'électorat de l'extrême droite? Ah mais si, mais c'est extrêmement difficile pour un parti comme le CDNV, hein, même si honnêtement pour l'instant c'est facile pour aucun parti démocratique. Mais eux, ça il faut pouvoir le considérer aussi, tout en ne les excusant pas. Ils ont sur leur talon le Vlaams Belang et la NVA qui à deux pourraient quasiment avoir une majorité. Donc le spectre en Flandre, le spectre politique est beaucoup plus à droite. Les débats ne vivent pas de la même manière. Même même la gauche en Flandre, Conor Rousseau et Evo Reut, ont des discours qu'on classerait plutôt à droite sur ces sujets. Tellement là la différence même culturelle sur les questions de migration est différente. Ça c'est un vrai schisme, mais c'est la faute des francophones aussi. Donc on aime bien aussi taper sur les Flamands quand ils ont la migration au gouvernement. Depuis quand est-ce qu'un francophone n'a pas osé prendre le secrétariat d'asile à la migration? Depuis quand est-ce que les partis francophones n'osent pas prendre ce sujet? Bah oui, bien sûr que c'est difficile. Ouais. Mais comme disait Kierkegaard, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est ce qui est difficile qui est le chemin. Donc il faut un peu de courage. Et de manière générale aussi sur la question du courage des partis francophones, je dirais, dans le spectre politique. Et là je reprends un autre, la Boétie, donc il disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Voilà. Et en vrai, il y a vraiment, en tout cas moi c'est la perspective que j'ai en tant que jeune qui regarde la politique, c'est qu'en vrai nos partis francophones se sont souvent couchés devant les demandes du nord du pays et pas toujours les meilleures demandes et celles qui ont fait que on est fortement dépendant de leurs choix et de leurs demandes. Bah, c'est très vrai, même si, alors je le dis régulièrement, nous ne sommes pas du tout anti-flamands, nous sommes anti-nationalistes et ce n'est pas la même chose. Mais clairement, si Défi existe, toujours aujourd'hui, si nous sommes partis du MR en 2011, c'est parce que nous sommes le seul parti francophone à avoir refusé la dernière réforme de l'État, la 6e, qui avait pour la première fois, et peut-être pas la dernière, je le crains, ménagé une brèche dans la sécurité sociale, avec la division des allocations familiales, ce qui est vraiment techniquement, politiquement, mais aussi économiquement une aberration, on le voit aujourd'hui, même si on l'avait dit. On a aussi scindé BHV sans compensation réelle, ce qui pose quand même une série de difficultés. On a abandonné les francophones qui vivent en périphérie, ça c'est tout de même dommage. Et donc, je crois qu'on le voit, on a quand même une tendance assez malheureuse à accepter les demandes flamandes, et c'est toujours la même technique. On échange des compétences contre de l'argent, et les francophones finissent par revenir à table parce qu'ils ont mal négocié la dernière fois. Et ça, c'est tout de même, et mal géré, bien sûr. Il y a quelque chose malheureusement de très vrai. Comment expliquer que malgré les refinancements successifs, on ait des entités fédérées dans un si mauvais état? Si on voit le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région wallonne et de la région bruxelloise, on est, sorry c'est moi qui t'ai tiré dessus, on est à un déficit cumulé de 50 milliards d'euros. C'est pas possible, on peut pas espérer avoir un rapport sain avec la Flandre, avec des entités en si mauvais état et avec un rapport notamment aux structures publiques, au manque d'esprit d'entreprise aussi violent. J'ai lancé la bombe mais j'ai souffert avec toi. J'ai vu. C'est rigolo ce circuit-là. Ouais, c'est le plus compliqué je trouve, mais le plus jouissif. Mais c'est vrai que tu as ce truc aussi, parce que ça me fait toujours très rire, tu sais, je regarde un peu parfois je regarde un peu les déclarations de personnes qui sont quand même au pouvoir surtout en Wallonie depuis quand même des décennies. Et tu sais, t'as l'impression qu'ils redécouvrent, ils repromettent les mêmes choses qu'ils promettaient fut un temps, comme s'ils admettaient par là que en fait ça fait 20 ans qu'ils n'ont absolument rien fait. Oui, c'est extraordinaire. La manière avec laquelle des partis qui sont au pouvoir depuis des années font comme s'ils n'étaient pas là. Le champion du monde pour l'instant, c'est le MR quand même. Ouais. Ils sont au pouvoir au fédéral depuis 25 ans. Ouais. Et sur chaque dossier, ils te parlent comme s'ils étaient dans l'opposition. Non, il ne faut pas de réforme fiscale. Oui, tiens, on va prolonger les réacteurs et faire du nucléaire. Bah oui, gros, mais pourquoi tu ne l'as pas fait quand tu gouvernais sans les écolos lors de la dernière législature, par exemple? À ce moment-là, il voulait justement sortir totalement du nucléaire. Mais évidemment, et attention, en soi, je ne critique pas, même tous les partis, même nous, on était un peu prisonniers de cette enclave idéologique consistant qu'on allait sortir du nucléaire en 2025. Nous, je tiens à le dire, avant la guerre en Ukraine, on a revu notre credo là-dessus en disant mais en fait ça tient pas. Ça tient pas, on peut pas à la fois réussir la transition climatique, se séparer du gaz, du pétrole et du charbon, et se séparer en plus du nucléaire, parce que tout renouvelable en 2050, ça ne tient juste pas. Donc on a besoin du nucléaire pour que la transition soit pas trop dure. Mais le MR fait comme si il avait toujours été pro-nucléaire. Ça, c'est de l'arnaque. Non, c'est ça, mais c'est le plus aussi, c'est ce qui crée encore plus d'écart, parce que tu as l'impression qu'il ne tire aucune responsabilité.
Enfin, je m'amuse toujours avec cette formulation, fier d'être libéral, fier d'être irresponsable finalement, c'est toujours ça. En fait, nous on est responsables de rien, c'est eux qui ont toujours, qui ont toujours fait des erreurs. Et en fait, ils partent d'un postulat qui est très négatif selon moi, c'est de se dire que les citoyens vont jamais vérifier, les citoyens vont... c'est prendre le citoyen pour des nouilles. Notamment, ils se disent, le citoyen n'a pas de mémoire, il ne retient que le dernier slogan qu'on lui a balancé, et donc il va un peu oublier qu'on est là depuis 1999. Bon, on va le rappeler. Mais les politiques, et ça je le vois dans les discussions privées que j'ai parfois avec certains d'entre eux, tous partis confondus, ils ont quand même été plusieurs à déjà me dire ça. Mais tu sais, François, on gagne jamais sur un bilan. Ouais, ça, ils y croient. Cynisme. Ils croient vraiment qu'en fait, ce qui fait gagner, c'est l'émotion du citoyen que tu arrives à titiller dans la dernière ligne droite. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est dans des années, je parlais de cette décennie qui, moi, m'a poussé à entrer en politique, où c'est le gros rouge qui tâche, sans connotation politique, qui marche, c'est-à-dire ce qui est grave, facile, le visuel qui va claquer, un visuel du MR sur les jeunes casseurs, par exemple, comme si quelqu'un était pour les casseurs. Tu vois. Et donc c'est avec un manque de nuances et un populisme ambiant qui est d'abord drivé par l'extrême gauche et l'extrême droite, mais qui malheureusement commence à être récupéré et qui contamine aussi les partis traditionnels. Et donc nous, comme parti plus au centre de l'échiquier politique, un responsable, raisonnable, mais avec des engagements très forts, on doit résister et incarner, on doit être au-dessus de la mêlée, parce qu'il n'y a pas d'autre place. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est que ce qui est simple n'est pas forcément bon, et ça c'est quelque chose à rappeler. Mais ça fait des messages politiques plus ardus parfois à faire passer. Mais on l'a choisi, donc c'est notre croix à nous. Et on assumera. C'est pour ça que nous sommes l'alternative. Absolument. Bah écoute, je te remercie énormément de m'avoir défoncé pour commencer. Donc là... Mais il n'y a pas de problème, je suis ravi d'avoir 60 points sur 60. C'est pas mal quand même. Je prendrai ma revanche au prochain épisode. T'es sur le podium, genre. Non, ça... Il faut voir le verre à moitié plein. Je changerai, je crois que c'est mon personnage. Il est lent en fait. Il est lent, c'est pour ça. Mais oui. Donc... Là, tu vois, typiquement, c'est un enseignement politique. Tu as pris un très gros personnage sur un tout petit véhicule. Moi, j'ai pris un petit nabo sur un truc léger. Et c'est comme le lièvre et la tortue, finalement. Sauf que là, du coup, je suis une sorte de tortue et j'ai fini quand même par perdre. C'est vrai, c'est une grosse tortue. Mais du coup, je t'invite pour un prochain épisode. Mais avec plaisir. Et encore merci. Merci à toi, Jean.